Avant de commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Sylvain Girard de la société Syndex. Euh, je suis ce qu'on appelle un expert SSCT, c'est-à-dire que je réalise des missions pour Syndex dans le cadre des missions légales que les CSE peuvent activer sur différents sujets, notamment les risques psychosociaux. Donc, je vais vous faire une présentation des RPS et de voir comment est-ce qu'on peut agir dessus, qui va durer environ 40 minutes. Avant de commencer, j'ai deux informations à vous passer aussi, enfin trois, pardon. Le 18 novembre prochain, il y a une table ronde sur comment agir sur les RPS et les TMS qui aura lieu à Syndex en présentiel dans nos locaux à Paris, mais qui est aussi accessible en distanciel dès lors qu'on s'inscrit. Donc c'est le 18 novembre prochain. Et le 2 décembre prochain, il y a un webinaire sur comment préparer vos négociations. Donc, je vous invite à vous y inscrire également. Donc c'est un webinaire. Voilà. Et là, c'est parti, on va débuter. Alors, risques psychosociaux, vaste sujet. Donc, on va essayer de voir différentes choses, hein. Déjà, quelques éléments de définition et de repère. Des éléments aussi sur les effets des risques psychosociaux sur la santé. Et puis, on terminera sur comment est-ce que on peut agir dessus en tant qu'élu de CSE. Alors, quelques éléments de repère. Syndex a fait une enquête par sondage là, en septembre 2025 sur les risques graves. Et il y a quelques éléments intéressants qui remontent. Il y a eu plusieurs centaines de répondants, hein. Donc c'est assez significatif. 70% des élus qui ont participé à cette enquête disent que la santé physique et mentale des salariés s'est dégradée depuis la crise de la Covid. 57% disent avoir été confrontés à un risque grave au cours des 4 dernières années. Donc c'est quelque chose que les élus connaissent en partie en tout cas. Les risques psychosociaux et les troubles musculo-squelettiques arrivent en tête des risques auxquels sont exposés les salariés. Ça, c'est pas très étonnant. Et le stress arrive en tête des dangers auxquels l'exposition est la plus élevée. On avait mis une petite échelle, c'est 4,2 sur 5. Suivi des tensions relationnelles, des troubles musculo-squelettiques et du désengagement dans le travail. Là, ici, vous avez un flash code sur lequel vous pourrez cliquer pour avoir accès aux résultats plus détaillés de cette étude. Les RPS, c'est en fait aussi la cause d'arrêt de travail et d'accidents du travail. À titre informatif, en 2023, dans le rapport sur les risques professionnels fait par l'assurance maladie, 12 000 accidents du travail pour affection psychique ont été reconnus. Alors c'est 12 000 sur environ 550 000, donc c'est assez peu, c'est 2,2%, mais avec le temps, on voit de plus en plus d'accidents qui sont reconnus pour des affections psychiques. Et 31% des arrêts de travail sont prescrits pour motifs psychologiques en 2023, selon une étude de Malakoff Humanis qui vient de sortir, contre 14% en 2024. Voilà, donc les risques psychosociaux peuvent se traduire concrètement et tangiblement en termes d'accidentologie et d'absentéisme. Alors, quand on parle des RPS, de quoi est-ce qu'on parle? Alors, il y a une définition qui a été admise hein, par le rapport dit Golac-Baudier. C'est un rapport qui a été fait par donc Golac, c'est un sociologue, Baudier, c'est une statisticienne à l'INSEE, qui ont mis à plat énormément d'études, qui les ont croisées et qui en ont tiré des grands enseignements sur les différents facteurs de risques psychosociaux que je vais vous présenter après. Et dans ce rapport, les risques psychosociaux sont définis de la manière suivante. Ce sont des risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette définition? En fait, elle nous dit qu'il y a un lien entre l'atteinte à la santé mentale et physique des salariés et leur travail, et leurs conditions de travail, et leurs conditions d'emploi. Et c'est dans les conditions d'emploi et les conditions de travail qu'on va identifier les causes de ces atteintes à la santé mentale. Donc, on va aller sur l'organisation du travail, l'exécution du travail, la prescription du travail. Et ce que nous dit aussi cette définition, c'est que l'origine du risque, elle est psychosociale.
Donc, elle va être à aller chercher dans la manière dont le travail se fait. Autre point aussi à avoir en tête, c'est que être exposé au RPS, ça concerne tout le monde maintenant. Alors, pour quelles raisons? C'est une thématique qui est, on va dire, apparue à la fin des années 70, début années 80. Donc ça date maintenant, mais notamment quand on est passé d'une économie basée sur plutôt la production industrielle à une économie basée plutôt sur les services, où là, en étant dans les services, on est plus en interaction les uns avec les autres, on doit gérer des clients, on doit gérer des usagers, on n'est pas dans l'exécution d'un travail manuel ou physique, mais aussi avec la mobilisation de la subjectivité des travailleurs et des travailleuses. Pour comprendre les risques psychosociaux, d'abord, il faut comprendre les facteurs de risques psychosociaux. Alors, cette page, vous allez la voir à plusieurs reprises, hein. En fait, on va séquencer les choses en trois temps. Les facteurs de risques psychosociaux, ce sont les causes. Les risques psychosociaux, ce sont les dangers auxquels sont exposés les travailleurs et travailleuses. Et les atteintes à la santé, ce sont les conséquences en termes de santé. Alors, les facteurs de risques psychosociaux, ils sont issus du rapport Golag-Bollier dont je vous parlais tout à l'heure. Il y en a six, et en fait, dans toute situation de travail, on va voir comment est-ce que ces facteurs de risques psychosociaux sont plus ou moins actifs. Alors, les six facteurs de risques psychosociaux qu'on regarde sont les suivants. L'intensité et la complexité du travail et le temps de travail, les rapports sociaux et les relations de travail dégradées, les exigences émotionnelles, le manque d'autonomie et les marges de manœuvre, les conflits de valeurs et la qualité empêchée, et l'insécurité d'emploi et de métier. Donc on va les détailler. Alors, si on prend le premier, l'intensité et la complexité de travail, en fait, c'est, on va dire, le volume de travail, la complexité du travail, l'intensité du travail, c'est tout ce qui relève du fait que le travail peut être soumis à des contraintes temporelles. Elles sont plus ou moins fortes. Si je suis dans une activité qui m'impose de répondre à des appels entrants au bout de la troisième sonnerie, qui m'impose de traiter cet appel entrant dans un délai maximal de 3 à 4 minutes, on comprend bien que là, je suis dans une situation de travail qui me soumet qui me soumet à des contraintes de temps de travail et d'intensité du travail fortes. Ce ne sera pas la même chose si je n'ai pas de jalons à respecter en termes de délai à tenir ou d'objectifs à atteindre, par exemple. Euh, et bien évidemment, quand on est sur un travail avec une forte intensité du travail et qu'en plus on doit gérer de la complexité, là on est sur une combinaison de facteurs qui peuvent se compléter. C'est-à-dire que si je réponds au téléphone rapidement et qu'en plus je dois gérer avec qualité l'interaction avec mon interlocuteur, c'est plus compliqué que si j'ai juste, entre guillemets, à gérer une temporalité de l'appel. Donc là, c'est le premier, l'intensité, la complexité et le temps de travail, c'est un élément fort. En gros, là, c'est tout ce qu'on va relever dans la charte de travail. Les rapports sociaux et les relations de travail dégradées. Donc en fait, bah, c'est tout ce qui relève de la qualité des relations de travail entre collègues de travail, de même niveau hiérarchique, mais aussi avec les supérieurs hiérarchiques. C'est le fait éventuellement de devoir gérer des injonctions contradictoires dans l'exécution du travail. Il y a un écart entre ce qu'on me demande et ce que je peux faire. Un écart au niveau des consignes. Et puis aussi, comment est-ce que mes collègues me soutiennent dans l'exécution de mon travail? Est-ce qu'ils m'aident à mener pardon, est-ce qu'ils m'aident à mener à bien mes tâches? Est-ce qu'ils sont une ressource pour m'aider à faire face à un événement, une situation avec laquelle je ne suis pas très à l'aise? Est-ce que ma hiérarchie aussi est en soutien technique? Et puis, est-ce que mes collègues et ma hiérarchie sont aussi en soutien émotionnel? Est-ce que je suis dans un environnement de travail solidaire et soutenant d'un point de vue émotionnel? Et bien évidemment, quand on n'a pas tout ça, c'est plus compliqué que quand on l'a. Les exigences émotionnelles trop fortes à porter. Donc là, c'est différentes choses. C'est par exemple, est-ce que je dois maîtriser mes émotions dans l'exécution de mon travail?
Est-ce que je dois faire bonne figure? Est-ce que je dois être souriant? Est-ce que je dois être plaisant? Est-ce que je dois être malgré tout aimable et agréable avec des clients alors que ceux-ci ne sont pas forcément très sympathiques à mon égard? Est-ce qu'on me demande de maintenir une posture professionnelle d'une certaine manière pour exécuter mon travail? Par exemple, si je suis dans un établissement de soins, je suis infirmier par exemple, je suis confronté à des situations qui peuvent être très compliquées, la douleur, la mort, le décès, et ben, malgré cela, faire face à la situation, ne pas perdre de pied et toujours renvoyer une image professionnelle de qualité et satisfaisante pour les usagers et les clients. Est-ce que je dois travailler avec un sentiment de peur d'être jugé dans sa partie professionnelle, la peur d'être victime d'un accident de travail, la peur d'être éventuellement confronté à des violences. Voilà. Si je suis conducteur d'un tramway, d'un bus, etc., je peux être confronté à ce genre de situation. Quatrième dimension, c'est le manque d'autonomie et des marges de manœuvre. Alors, ça, c'est notamment l'impossibilité de décider de comment est-ce que je peux organiser concrètement mon travail. Comment est-ce que j'organise, dans quel ordre je fais mes tâches. Est-ce que j'ai des choses qui s'imposent à moi dans l'exécution de mon travail? Plus on a de la liberté et de l'autonomie dans son travail, plus c'est favorable, c'est-à-dire que la liberté que j'ai et l'autonomie que j'ai vont me permettre éventuellement de réguler ma charge. Je vais peut-être mettre de côté une tâche que j'étais en train de faire pour en faire une plus urgente. Et avoir cette capacité à le faire, le temps pour le faire, est favorable. Il y a des métiers où c'est pas possible. Encore une fois, si je prends l'exemple du centre d'appel téléphonique, la prescription et le débit de travail sont tellement forts que je dois me soumettre en fait à ces éléments et je suis en exécution et l'autonomie que j'ai est très faible. Donc là, c'est la liberté et l'autonomie face au temps, on va dire. Et puis aussi, il y a, est-ce que dans mon travail, je peux développer mes compétences? Est-ce que mes compétences sont utilisées dans l'exécution de mon travail? Ça, c'est une dimension qui rentre dans cette catégorie. Les conflits de valeurs et la qualité empêchée. Alors, donc là, on est sur une dimension qui recouvre différents éléments. Est-ce que dans mon travail, j'y retrouve du sens? Est-ce que je suis satisfait de la nature de mon travail? Est-ce que je fais un travail qui est utile ou inutile? Bien évidemment, faire un travail que l'on juge inutile n'est pas satisfaction quant à l'image qu'on a de soi-même. Voilà. Euh, Est-ce que je dois faire des choses que je désapprouve ou en contradiction avec mes propres valeurs? Et aussi, est-ce que je suis dans une situation de faire un travail qui m'empêche de faire un travail de qualité? Alors, selon moi en tant que personne, mais c'est aussi selon moi en tant que travailleur et métier auquel j'appartiens. Évidemment, on comprend bien on ne se satisfait pas de l'exécution, de la réalisation d'un travail qui n'est pas satisfaisant du point de vue de la qualité. Typiquement, encore une fois, le personnel soignant dans le monde hospitalier est très fortement confronté à ce genre de situation du fait de la masse de travail à faire, de l'intensité, de la complexité des patients à gérer, être en situation de dégrader la qualité des soins avec avec des patients est très compliqué à assumer et préjudiciable à la santé des personnes. Et dernier facteur, c'est ce qui concerne l'insécurité de l'emploi et de métier. Donc là, il y a trois dimensions. Est-ce que je suis dans un environnement professionnel qui fait que je risque de perdre mon emploi? Est-ce que je suis confronté à des réorganisations, à des restructurations régulièrement qui font que je suis dans une situation d'instabilité par rapport à ça et qui fait que ma projection par rapport à l'avenir n'est pas forcément radieuse ou satisfaisante? En termes de métier, est-ce que je subis des changements non maîtrisés qui s'imposent à moi, pour lesquels je n'ai pas été consulté, voire même informé, et ces bouleversements professionnels au quotidien concourent à ce qu'un sentiment d'insécurité apparaisse? Et est-ce que il y a de l'insécurité organisationnelle? C'est le fait de ne pas être capable d'acquérir de nouvelles compétences techniques amenées par de nouvelles technologies. Donc le fait, par exemple, d'être dépassé par un nouvel outil qui arrive et de ne plus trouver ma place dans l'organisation et le fonctionnement.
Là, je vous ai présenté les 6 grands facteurs de risques psychosociaux qui maintenant sont admis par la communauté des chercheurs en France et même au niveau international. On retrouve grosso modo ces grandes familles de risques. On voit bien que rentrer dans chacun de ces facteurs par situation de travail pourra permettre d'identifier ceux qui posent problème ou ceux qui ne posent pas problème. Mais attention à un point. Il faut aussi penser la combinaison de ces facteurs de risque. En fait, les risques psychosociaux surviennent lorsqu'il y a un cocktail en fait, de facteurs de risques psychosociaux. Par exemple, si j'ai une forte charge de travail, donc c'est le facteur intensité du travail, et qu'en même temps je manque d'autonomie, on sait statistiquement et sur des études épidémiologiques aussi que je vais être dans une situation où je vais probablement avoir un risque de stress significatif, et notamment un risque de stress chronique. C'est-à-dire que je suis dans une situation de travail qui automatiquement va faire que je vais être en tension et le stress va survenir. Donc là, je reprends encore mon exemple de la personne en centre d'appel. Si les appels entrants sont massifs, que le débit est conséquent et que le traitement des appels est court, là, je suis typiquement dans cette configuration de travail. Mais le stress aussi peut aussi concerner des travaux plus manuels, ou si je suis soumis à des exigences de production avec la nécessité de sortir un nombre de pièces conséquent dans un temps limité et que je n'ai pas l'autonomie de réguler ce débit ou de déporter du travail à un autre moment, je suis dans cette configuration de travail. Donc là, il y a un vrai risque de stress. Si je suis en plus de ça avec un manque de soutien social, ici là, forte charge, manque d'autonomie et manque de soutien social, je suis dans la même configuration de stress, mais en plus, je ne bénéficie pas du soutien de mes collègues ou de ma hiérarchie dans l'exécution de mon travail ou dans la prise en compte de mon état émotionnel. Alors, là, on est typiquement dans une situation de travail très dégradée, où là, le risque de santé est fort, mais au-delà de la santé, vous allez aussi avoir de l'absentéisme et puis probablement de la non-performance dans l'exécution du travail. Autre exemple, par exemple, vous pouvez avoir des situations de travail qui nécessitent un fort engagement, voilà, mais derrière ça, il y a peu de reconnaissance. Je bénéficie assez peu de reconnaissance de la part de mes collègues ou de ma hiérarchie avec l'accès à des promotions ou des augmentations, par exemple. Voilà. Donc, important, on regarde les facteurs, on va dire, de manière isolée, mais dans l'analyse, il faut bien voir la combinaison. Alors, quelles sont les conséquences de ces facteurs de risque psychosociaux pardon, sur la santé? Alors, en fait, il y a 3 dimensions santé. Il y a 3 risques psychosociaux. Il y a un, le stress chronique. Donc, c'est le fait d'être exposé en fait à une situation où il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes auxquelles elle doit faire face dans son travail euh, et les ressources dont elle dispose pour y faire face. Donc, en gros, c'est le fait dans une situation où je subis le cadre de mon travail, mais avec des exigences auxquelles je dois répondre malgré tout. C'est le stress chronique. On dit chronique quand en fait on y est exposé de manière durable. Donc, je dirais, on peut être exposé tous et toutes à un stress fort, mais à partir du moment où il est limité dans le temps, on peut l'absorber émotionnellement et physiologiquement. En revanche, s'il est durable et s'il s'installe sur plusieurs semaines et plusieurs mois, bah là, mécaniquement et biologiquement, en fait, le corps va s'adapter et le coût d'adaptation au corps va générer une réaction biologique qui va créer des maladies derrière. Donc le risque chronique. Et ensuite, il y a les violences internes et externes. Donc les violences internes, ce sont les violences entre collègues de travail. Les violences externes, ce sont les violences de la part d'usagers. Donc la violence, c'est un ensemble de comportements physiques et verbaux dirigés à l'encontre d'une personne, d'objets ou d'équipements, de la part d'individus sous l'emprise de situations ou de contextes professionnels dégradés. Donc on va avoir des insultes, des menaces, des agressions physiques ou psychologiques. Voilà. Et, et l'isolement, donc ça, c'est une conséquence aussi, bon, c'est assez clair, ça parle de lui-même. Je passe un petit peu. Quelques éléments de repère sur les violences au travail.
l'étude de la DARES, l'étude sommaire de la DARES qui est faite tous les 6 7 ans, propose les données suivantes. Il y a 18% des travailleurs de la population active qui disent avoir subi des agressions verbales, donc sans faute d'orthographe, ou sexuelles sans faute d'orthographe au cours des 12 derniers mois. 16% un comportement hostile, 11% subir un comportement méprisant, 10% subir un déni de reconnaissance et 2% une atteinte dégradante. Donc vous voyez, il y a entre 15 et 20% des gens qui peuvent être confrontés à ce genre de situation dans leur travail. Et quelles conséquences en termes de santé? Alors, déjà, les suicides au travail. En fait, le suicide est une manifestation du risque psychosocial extrême. Annuellement, en gros, il y a entre 30 et 40 suicides au travail et reconnus comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie. Et les suicides au travail représentent entre 4 et 6% des causes de mortalité au travail. Il y a environ 700 morts au travail par an en France. Et si on fait un petit focus facteur de risque par facteur de risque, il y a des études épidémiologiques qui montrent qu'il peut y avoir un sur-risque dans certaines situations de travail. Donc là, je ne vais pas tout vous passer parce que je pense que je vais manquer un peu de temps, mais je vais m'arrêter sur certaines pages. Par exemple, l'intensité du travail et la complexité du travail. Donc, c'est tout ce qui relève de la charte de travail. Ça va se traduire notamment par un surrisque de plus 35% des idées suicidaires. C'est en rouge parce qu'en fait, c'est validé et revalidé par plus de 5 études épidémiologiques. En vert, c'est validé par un peu moins d'études. Le risque de burn-out, c'est plus 153%. Donc, quand on dit plus 153%, ça veut dire que c'est multiplié par 2,53. Les troubles du sommeil, plus 48%. Les accidents du travail, on a entre plus 47% et plus 163% de risque d'accident du travail lorsque je suis confronté à une situation avec une forte charge de travail. Le fait d'être confronté à un temps de travail prolongé, notamment faire des semaines de plus de 50 heures, ça se traduit par quoi? Des troubles du sommeil accentués, plus 28%, surpoids, plus 17%, risque d'AVC, plus 35%, et accident du travail, pareil, plus 47 à plus 163%. La charge émotionnelle, donc le fait de travailler avec ses émotions, contenir ses émotions, comme je le disais tout à l'heure, c'est propice à multiplier quasiment par 3 le risque de burn-out. Voilà. Et les accidents du travail, c'est entre plus 57% et plus 103%. Le manque d'autonomie dans le travail, ça va se traduire par un risque d'idées suicidaires plus important et le passage à l'acte suicidaire aussi plus important. Les maladies pro aussi, là, vous voyez, c'est plus à 50% lorsqu'on est dans un contexte de travail où on a peu d'autonomie. Alors, c'est logique, entre guillemets, dans la mesure où quand j'ai peu d'autonomie, on est probablement sur des situations de travail où je suis dans un cadre de travail qui m'impose un rythme de travail, un débit de travail élevé. Donc, il y a probablement aussi une mobilisation psychique et physique du travail dans ces conditions-là. Sur risque lié à l'association d'une forte demande psychologique et une faible autonomie, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai beaucoup de travail et j'ai peu d'autonomie. Donc là, les accidents de travail sont fortement augmentés. Les troubles du sommeil également, et des troubles physiques, problèmes de dos, problèmes d'épaule. Sur risque lié simplement au manque d'autonomie, on retrouve encore les mêmes sujets au niveau des idées suicidaires et de risque de suicide. Il y a des TMS, hein, c'est-à-dire que alors que les RPS sont des risques psychosociaux, on peut avoir des manifestations physiques aussi du fait d'être exposé à ces risques. Risque de dépression, de burn-out et de troubles accrus lorsque je suis dans une situation où je subis en fait un manque de justice dans mon travail ou bénéficie de pas assez de reconnaissance. Les violences au travail, quand je suis confronté, ça va accentuer significativement le risque de troubles dépressifs, presque par 3, quasiment. Déséquilibre entre l'effort et la reconnaissance. Donc là, je n'ai pas le niveau de reconnaissance attendu. Ça va notamment se traduire par
des troubles du sommeil dégradé. Bon, je passe, voilà. Euh, Quelques éléments de repère pour faire reconnaître les maladies pro en matière d'affection psychique. Parce qu'en fait, euh, les maladies pro en France, c'est réglementé par le Code de la sécurité sociale. On est reconnu automatiquement dès lors que on coche un certain nombre de cases prévues dans les tableaux des maladies professionnelles. Mais sur les affections psychiques, il n'y a pas de tableau. Donc on passe nécessairement par un processus de reconnaissance auprès du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Donc c'est une démarche qui ne donne pas automatiquement lieu à reconnaissance. Il y a une enquête qui est faite. Les premiers points importants, c'est que les affections psychiques sont de plus en plus reconnues en maladie professionnelle. Elles ont été multipliées par deux en 5 ans. Elles représentent 50% des demandes de reconnaissance, alors, ce qu'on appelle pour l'alinéa 7, et qui passe par le comité régional de reconnaissance des maladies pro. Le coût des affections psychiques, c'est 223 millions en 2023 en France. Voilà. Et dont 52% dans le paiement d'indemnités relatives à l'incapacité permanente des personnes, mais aussi pour les indemnités, les indemnités journalières qui correspondent à l'absentéisme. Le nombre de maladies professionnelles augmente depuis 5 ans. On était environ 1 000 en 2019, maintenant on est à 2 299. Ça augmente parce qu'en fait, avec la loi récente de 2016-2017, il y a eu une évolution de la réglementation, entre guillemets, qui a favorisé la reconnaissance, enfin qui a simplifié un petit peu la reconnaissance. Et puis aussi, c'est un phénomène qui augmente, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus confrontés à ce genre de situation. Et ce qui est déterminant dans le fait de reconnaître une maladie professionnelle, un élément clé, c'est dans le certificat médical initial qui est fait par le médecin qui va constater la pathologie de la personne. C'est très important, alors déjà que la personne, que le médecin remplisse aussi une feuille, un CERFA pour déclarer que ça rentre dans le cadre des maladies professionnelles, comme ça ouvre le dossier au niveau de la caisse primaire d'assurance maladie. Et il est très important que le médecin qui remplit ce certificat médical soit, comment dire, euh, reste au niveau de la qualification de la pathologie et ne soit pas dans l'analyse. C'est-à-dire qu'on va attendre du médecin qu'il va dire s'il s'agit d'une dépression, s'il s'agit de troubles anxieux, s'il s'agit d'un état de stress, etc. Mais on ne va pas lui demander s'il s'agit d'un harcèlement moral ou d'un harcèlement collectif. Voilà. Ça, c'est pas lui de le dire, c'est l'enquête derrière qui permettra éventuellement de le dire, mais on n'attend pas au médecin de le dire. Dans les maladies pro, les trois quarts sont des dépressions en fait. Et le quart restant, ce sont des troubles anxieux. Ensuite, donc, il y a une enquête qui est faite. Il y a un médecin conseil qui va définir si la pathologie atteindrait au moins 25% d'incapacité permanente. En fait, pour rentrer dans la catégorie des maladies pro pour affection psychique, il faut que l'incapacité permanente prévisible soit quand même significative. Donc, c'est un niveau de 25%. Ça passe par donc c'est le médecin qui va l'estimer et notamment voir si la personne est en état de fatigue générale et persistante, si elle a des troubles divers. Ayez en tête qu'en 2025, l'assurance maladie a dit qu'en gros, un dossier sur 6 ou un dossier sur 7 est retoqué parce que l'incapacité permanente est inférieure à 25%. Bon, là, on est un peu dans la technique, mais c'est simplement, je vous donne les grands repères. Et il y a une enquête de la CEPAM qui est menée. Donc, c'est une enquête minutieuse, hein, à travers une personne qui est en charge de collecter différents éléments objectifs et factuels permettant de voir si, en fait, il y a des faits d'ordre professionnel relevant de la profession de la personne qui ont amené la personne à déclarer des affections psychiques en lien avec le travail. Donc, il va y avoir un questionnaire qui va être envoyé au salarié, un entretien fait avec lui, et tous les éléments factuels permettant de constater que la personne a été exposée aux différents risques psychosociaux dont je vous ai parlé tout à l'heure vont être tracés et pointés et objectivés.
Donc là, ce qui va être regardé, c'est la véracité des choses et la factualisation des facteurs de risques psychosociaux. Alors, on y viendra un petit peu plus tard, mais typiquement, les expertises que Syndex peut faire sur des missions en matière de RPS constituent par exemple un élément objectif qui pourra être mobilisé par l'enquête de la CEPAM pour caractériser ou non l'exposition du travailleur ou la travailleuse à ces différents facteurs. Et une synthèse est produite, synthèse détaillée est produite avec les différentes pièces, différents faits, les faits ramenés par l'assuré, donc le travailleur ou la travailleuse, et les faits ramenés aussi par l'employeur, qui lui aussi a probablement des éléments de contexte à préciser, éventuellement pour aller à l'encontre de la reconnaissance. Et suite à ça, il y a un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui va statuer sur la base de cette enquête et de ces éléments pour reconnaître ou pas la maladie. Alors une fois qu'on a dit tout ça, comment agir au niveau des outils pour les représentants du personnel? Paulina, peut-être que tu peux envoyer le questionnaire dont on parlait tout à l'heure. On va vous proposer de répondre à une question. La question, c'est est-ce que vous avez déjà réalisé une alerte en matière, c'est pas sur l'air, en matière de RPS? En fait, j'ai dicté la question tout à l'heure à Outlook, et j'ai pas vérifié, j'aurais dû l'écrire, donc ça m'a retranscrit. Est-ce que vous avez déjà réalisé une alerte en matière de RPS en tant qu'élu au sein de votre entreprise? Vous répondez par oui ou par non, ou vous ne savez pas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que représentant du personnel? Alors déjà, un point clé, très important que vous ayez toujours en tête et en repère les articles L 41 à 5 du Code du travail, et notamment le 41 qui dit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Voilà. L'employeur, il est maître chez lui. C'est lui qui décide de la manière dont le travail se fait, de la manière dont le travail s'organise. C'est lui qui va définir ses objectifs de profitabilité, de rentabilité. C'est lui qui va définir l'organisation. C'est lui qui va définir l'organisation, les objectifs éventuellement à atteindre. Et donc, dans ce cadre-là, il est comptable aussi de ses effets. Et l'employeur, en fait, il doit prendre des mesures pour assurer la sécurité physique et mentale des travailleurs. Les résultats du sondage, donc oui, une petite moitié a réalisé des alertes en matière de RPS, un tiers non, et puis un dixième qui ne sait pas. Euh, Autre point important, ce sont les 9 articles les 9 principes de prévention des risques professionnels. Ça vaut pour les risques physiques, ça vaut pour les risques psychosociaux. C'est-à-dire qu'engager une démarche de prévention doit forcément s'appuyer sur ces éléments qui consistent à évaluer les risques, comprendre d'où vient le danger et comment est-ce que les travailleurs et travailleuses sont exposés à ce danger. L'idée étant de supprimer le danger à la source. Par exemple, si j'ai du surtravail à faire, si j'ai trop de quantité de travail à faire, la mesure de prévention ne va pas être, normalement, d'aider la personne à faire face au surtravail, mais de voir comment est-ce qu'on peut réduire le volume d'activité pour diminuer la quantité de travail à faire. Donc c'est supprimer le danger, l'existence et l'exposition du danger. Bien évidemment, il faut évaluer les risques. Donc là, c'est ce que vous devrez faire dans les DURP. Combattre le risque à la source, adapter le travail à l'homme. Je ne vais pas tout lire, mais en fait, autant parfois on peut considérer que le code du travail il peut être un peu complexe. Là, pour le coup, il est extrêmement limpide, il est extrêmement clair. Et c'est très très important pour vous de vous appuyer sur ces 9 principes de prévention. Vous pouvez agir de différentes manières aussi. Alors, bien évidemment, il y a l'actualisation du DURP, document unique d'évaluation des risques professionnels, qui doit se faire au moins une fois par an, mais aussi à l'occasion de toute évolution significative dans le fonctionnement de l'entreprise, un projet de déménagement, une restructuration, une réorganisation, voilà. Le CSE est consulté sur la mise à jour du document unique. Voilà. Donc, annuellement, vous devez avoir une consultation. Les CSE peuvent aussi avoir recours à des droits d'alerte pour danger grave et imminent, droit d'alerte en cas d'atteinte aux personnes. Je ne rentre pas dans le détail, mais en fait, être confronté à ces droits vous permet d'engager des enquêtes et d'aller sur la situation de travail et de constater ce qui se passe et toujours se pose la question, qu'a-t-il fallu pour qu'on en arrive là, pour trouver les causes premières et les réduire dans la mesure du possible. Vous pouvez aussi faire des enquêtes suite à des actions du travail, à des maladies pro. Si vous avez des maladies pro chez vous, sachez que vous pouvez lancer une enquête pour comprendre les circonstances de la survenance de cette maladie pro pour identifier les causes et les réduire. Vous avez le droit à l'expertise, je vais venir
un petit peu plus loin. Tout ça, pour quoi faire? Mais en fait, pour établir en fait un diagnostic, un état des lieux. On fait de la prévention des risques professionnels et donc des RPS quand en fait quand on connaît la situation de départ, quand on sait comment est-ce que les gens sont exposés aux risques psychosociaux et sur quels risques et comment est-ce que ces différents facteurs de risque se combinent entre eux. Tout ça pour préparer une démarche de prévention. Donc on va analyser les situations de travail réelles, c'est très important. On voit très souvent actuellement dans les grandes organisations faire des questionnaires sur les risques psychosociaux. C'est bien, on rentre dans la logique des facteurs de risque, mais ça reste trop macroscopique. Il faut que les unités de travail dont vous DURP soient assez fines. Sur une entreprise de 1000 salariés, on ne peut pas avoir 4-5 unités de travail. Il en faut probablement entre 10 et 20, au moins. Pour élaborer un plan d'action, mettre en œuvre le plan d'action et suivre et évaluer ce que produit le plan d'action pour que l'année suivante, quand on recommence la démarche de prévention annuelle, on se fonde dessus. Comment Syndex peut vous aider? J'en ai bientôt fini, après on va passer aux questions-réponses. Alors, Syndex, bon, je pars du principe que vous connaissez, mais sachez qu'au niveau de Syndex, on a une équipe de 45 consultants, consultantes qui travaillent sur les sujets de risques professionnels et dont les risques psychosociaux. On est une équipe d'ergonomes, de psychologues, de sociologues, d'économistes, de profils assez variés. Vous pouvez mobiliser l'expertise pour risques graves. Alors, c'est l'article 2315-94 du Code du travail qui dit que vous pouvez mobiliser une expertise quand il y a une situation de risque grave, et donc il faut l'objectiver. Donc ce sont les représentants du personnel qui sont souvent alertés de ce genre de situation et qui décident de lancer une expertise. Donc c'est sur la base d'éléments tangibles que vous votez une expertise, et ce vote est fait en CSE, vous l'annoncez préalablement à l'ordre du jour, et le vote permet le lancement de l'expertise. Comment on fait faire ce vote? Il faut avoir des éléments. Il faut que le risque grave soit actuel et avéré. On ne peut pas voter un risque grave sur une situation qui date d'il y a 6 mois, un an. Si elle perdure encore, oui. Si c'est plus le cas, non. Et il faut des indications. Il faut des indications de santé. Est-ce qu'il y a une augmentation des maladies pro, des accidents? Est-ce qu'il y a une augmentation des événements indésirables? Est-ce qu'il y a eu des événements tangibles de type décompensation, agression entre collègues, crise de larmes? Est-ce que vous avez des indications sur les accidents, je viens de le dire, sur les alertes DGI, sur les indicateurs RH, absentéisme, éventuellement des procédures disciplinaires? Est-ce que vous avez fait des enquêtes? Est-ce que vous avez fait des inspections? Est-ce qu'il y a eu des alertes de la médecine du travail, du préventeur de la CARSAT? La médecine du travail est très importante, hein. Quand un médecin du travail dit qu'il y a une situation de risque grave et qu'il y a une alerte de la médecine du travail, pour le coup, ce type d'alerte n'est pas contestable. Voilà. Donc, pour lancer une expertise comme ça, il faut bien la préparer. Et ça suppose que vous alliez au plus près de vos collègues qui sont confrontés à la situation pour collecter les choses, pour les objectiver. Sinon, vous serez confronté à des remarques de l'employeur qui dira oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe, c'est plus compliqué, la personne a des difficultés personnelles, etc. Et ensuite, on vous aide dans cette situation en lançant l'expertise, en vous rencontrant. Alors, on vous accompagne à la désignation pour que ce soit bien fait, parce qu'il y a un risque de contestation. Ensuite, on vote la délibération, on fait un protocole de mission et on fait la mission sur le terrain où là, on procède essentiellement par entretien, observation et questionnaire selon l'intérêt de ces différents éléments à mettre en place. Et voilà, j'en ai terminé. Maintenant, on peut passer aux questions. Eh ben, je reprends la parole et merci à tous hein, pour vos questions. En fait, Sylvain, tu ne les as pas vues parce que tu discutais, mais elles sont très nombreuses. Ah, Elles sont très nombreuses et de différents types. Alors, peut-être, et l'exercice pour Sylvain n'est pas facile hein, de répondre en direct, donc peut-être qu'il y en a une qui revient sous différentes formes. Quel est le lien entre les RPS et les situations où on est, par exemple, sur des situations de violence managériale, hein, ouais, ou des situations où on est proche, ben, il y a des questions de harcèlement sexuel qui se posent et de propos sexistes. Voilà. Et je pense que ceux qui sont en ligne se posent la question entre les limites entre les RPS et les situations de harcèlement. Voilà. Alors, d'accord. il y a une autre Alors, question qui est plus. Alors peut-être j'en mets deux, comme ça tu. vas-y, ouais. Il y en a d'autres qui sont plus générales, hein. Il y a eu des questions sur la question est-ce que les IA, et les questions des intelligences artificielles
sont-elles aujourd'hui, peuvent-elles être inscrites dans le champ des RPS, hein. Et ensuite, je les poserai peut-être après, mais des questions assez pratiques, hein, sur les enquêtes, les DGI, les procédures, la Mhm. manière de mobiliser l'inspection du travail ou la médecine du travail. Mais ça, je les poserai après, hein. Donc Ouais, voilà. ok. La première question sur en fait les problématiques de harcèlement, comment est-ce qu'on les appréhende? Alors, si on rentre dans ce que je disais tout à l'heure sur les facteurs de risque psychosociaux, être en situation de harcèlement rentre typiquement dans la famille, des facteurs de risque sur le manque de soutien social ou sur la qualité des relations de travail entre collègues de travail. Premier point. C'est un risque dans la mesure où c'est une forme de violence au travail. Être harcelé, c'est une forme de violence psychologique. Ça peut être aussi une forme de violence physique dans certains cas. Comment est-ce que vous pouvez agir là-dessus? Alors, déjà, important que ce risque soit inscrit dans votre DURP, voilà, que ce ne soit pas un risque absent, que les agissements euh, sexistes et les violences sexuelles soient inscrits dedans également, voilà, et puis voir si c'est un risque qui existe ou pas. Comment est-ce que vous pouvez agir dessus? Si vous êtes confronté à ce genre de situation, alors bien évidemment, il faut recueillir la parole de la présumée victime. Je vais parler de présumée victime et de présumé coupable à chaque fois, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une enquête qui soit mise en place pour savoir qui porte quoi comme responsabilité. Recueillir la parole de la personne concernée, voir si ça peut relever éventuellement d'une situation de danger grave et imminent. Si c'est le cas, on peut rentrer dans l'enquête dont je parlais tout à l'heure, qui va donner lieu à une enquête paritaire. Ça peut être une atteinte aux droits des personnes qui peut donner lieu à enquête. Donc, bien valider qu'avec la personne, si vous en faites un sujet en CSE, que le sujet devient collectif, enfin, devient plus interpersonnel entre la personne qui est harcelée et le harceleur ou la harceleuse. Donc, il faut que la personne donne son accord aussi, et c'est ça qui est souvent très compliqué, c'est comment la personne, est-ce qu'elle accepte que son sujet personnel soit pris en compte par des représentants du personnel, c'est jamais simple. Le pire en fait des situations, c'est qu'en fait on vous livre ce genre de situation, mais on vous demande de ne pas agir. Sachez qu'en cas de danger grave et imminent, vous avez la possibilité de le faire et finalement de dépersonnaliser ce cas particulier en faisant un sujet de CSE. Voilà, premier point. Ensuite, si l'employeur est au courant de ce genre de situation, en fait, il doit agir. Un employeur qui est au courant qu'une personne subit des faits de harcèlement, s'il n'agit pas, en fait, il pourrait être considéré que l'employeur ne fait pas ou n'a pas fait le nécessaire de mettre en situation de protection son travailleur ou sa travailleuse. Donc en fait, il a un intérêt à agir. Jusqu'à il y a quelques mois, il devait faire une enquête. Ça devait se manifester par une enquête. Il y a une dernière décision de jurisprudence il y a quelques mois qui dit que ce n'est plus aussi systématique que ça. Mais en tout cas, l'employeur a intérêt à montrer qu'il a fait le nécessaire pour arrêter le danger auquel est exposée la personne, faire le nécessaire pour mettre en protection la personne. Donc c'est une enquête employeur. Mais en parallèle, vous pouvez faire une enquête CSE aussi, danger grave et imminent, ou atteinte aux droits des personnes. Voilà pour mes éléments de réponse. Sur l'IA, alors, euh, l'IA, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle technologie, c'est un nouvel outil de travail, c'est un nouveau changement dans le travail. Donc là, on va rentrer dans la famille des facteurs de risque sur l'insécurité du métier. Je vais être confronté à des changements dans mon travail du fait de nouvelles technologies qui vont faire peut-être que je serai déqualifié pour faire mon travail. Ou qui vont peut-être faire que mon travail va être en partie repris par une intelligence euh, artificielle. En fait, tout dépend de comment est-ce que le projet d'IA vous est présenté. Nous, ce qu'on conseille à Syndex, c'est que c'est important de mettre en place un comité IA, parce que les boîtes vont de plus en plus là-dessus. C'est important que vous ayez une visibilité sur quelle est la stratégie de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle. Quels sont ses grands chantiers? Quels sont les métiers concernés par ces chantiers? Quel est l'horizon temporel de ces chantiers? Ensuite, il faut procéder à des expérimentations. Expérimentation pour tester l'IA sur des services, des activités, et que vous bénéficiez de retours d'expérience.
Et suite à ça, éventuellement, aller sur de l'expertise SSCT, nouvelles techno ou projet important modifiant les conditions de travail, pour voir comment est-ce que ces outils d'IA vont changer le travail et les métiers et que vous ayez un rapport qui vous présente de manière anticipée ces effets. Toute la démarche que je viens de vous présenter prend corps, si c'est bien fichu, dans un accord de méthode qui intègre le dialogue social là-dedans. Où, je répète, c'est important que vous ayez la vision de l'entreprise, vous ayez la vision du calendrier, la vision des outils, la vision du déploiement, des phases de test, et qu'au regard de ces phases de test, vous puissiez mobiliser éventuellement soit des inspections en interne, si vous voulez le faire de manière autonome, voire des expertises externes, si vous voulez être équipé par des experts. Voilà sur l'IA. Alors, très bien Sylvain, et comme il reste 10 minutes, j'en profite parce que les questions continuent d'affluer. Et alors peut-être des questions plus techniques, hein. Euh, il y a souvent des questions, alors il y a les questions qui reviennent un peu sur différentes formes, sur la question des liens entre les accidents du travail et les RPS. Hmm. Des questions sont posées, est-ce qu'un accident du travail peut être déclaré suite en lien avec des risques psychosociaux? Une autre question, c'est l'employeur refuse hein, d'intégrer dans les déclarations d'accident du travail des accidents qui sont liés à des RPS. D'autres demandent, les salariés préfèrent déclarer ou se mettre en arrêt de travail avec leur médecin de ville, Hmm. hein, généraliste, et non pas dans le cadre d'une déclaration d'AT, hein, si tu veux. Voilà, hein, Sylvain, il y a pas mal de questions qui tournent autour de cette question, hein. Ouais, RPS, AT et procédure et manière de faire respecter le droit, enfin, le ouais. droit relatif aux AT. Voilà. Alors ça, je ne l'ai pas traité dans la présentation. Je vous ai plutôt parlé des maladies professionnelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je suis en pleine souffrance dans mon travail, c'est pas forcément la conséquence d'un événement ponctuel fort de type accident. Ça va être le résultat d'une exposition durable à des situations problématiques. Des différents facteurs de risques psychosociaux que je vous ai présentés. Donc c'est pour ça que j'ai privilégié l'entrée sur les maladies professionnelles, parce que c'est par la durée de l'exposition à une ambiance de travail, à une intensité du travail, à un manque de soutien, à des clients difficiles, que là, je vais pouvoir développer des troubles et qui correspondent à une maladie. Parce que l'accident, c'est un événement soudain à un moment donné. C'est je tombe de l'échelle. C'est je me tords la cheville en courant dans les couloirs. C'est j'ai un accident de voiture. L'accident du travail pour affection psychique, je disais tout à l'heure, c'est de 12 000. Donc c'est quand même un petit peu. C'est plus que le nombre de maladies pro. Et en fait, ce qui est compliqué avec les accidents du travail pour affection psychique ou trouble psychique, c'est comment est-ce qu'on caractérise la survenance de l'événement et la soudaineté de l'événement. Alors, bah, en fait, il faut que l'événement soit soudain. Donc, ça peut être un malaise. J'ai un entretien annuel avec mon manager, ça se passe mal, je fais un malaise derrière. Ça peut rentrer dans la catégorie des accidents. Donc un malaise, c'est je me sens pas bien, je tombe par terre, etc. J'ai une altercation forte avec un client ou un usager qui fait que suite à cette altercation, je décompense. Je fais des crises de larmes ou encore un malaise. Là, on peut le déclarer en accident. Et c'est votre employeur qui fait la déclaration de l'accident dans les 48 heures normalement de mémoire. Je vous invite en fait à être informé régulièrement de la survenance des accidents. Puisque voilà, tout à l'heure, je vous parlais de comment réaliser des enquêtes. Mais ça suppose que vous ayez aussi connaissance des événements qui ont lieu. Trop souvent, dans des entreprises, on voit que l'employeur va communiquer rarement sur la survenance des accidents. Donc, dans l'idéal, c'est être informé au fil de l'eau de la survenance des accidents. Et comme ça, vous verrez s'il y a des accidents qui mériteraient éventuellement une attention particulière de votre part, éventuellement pour faire des enquêtes par vos propres moyens, ou si c'est pas au fil de l'eau, au moins en faire une fois par mois en réunion de CSE. Et comme ça, vous voyez ce qui est tombé. Donc avec la liste des accidents et les causes de l'accident.
Il y avait quoi comme autre question, Christophe? Je me souviens plus. Alors, c'était toutes les questions qui tournaient autour des AT, hein. Il y avait la question aussi de si l'employeur refuse. Alors, c'est vrai que moi, je n'étais pas tout à fait écouté parce que je lisais tous les chats en même temps. Et si l'employeur refuse, hein, de prendre une déclaration d'AT, par exemple. Alors là, on arrive sur des questions un peu techniques, hein, mais voilà, sur la technicité de l'AT. Ouais, Et peut-être pour t'ouvrir, hein, sur d'autres questions, hein, il y a aussi pas mal de questions de quand est-ce qu'on lance une enquête, hein. ouais. C'est le CSE, c'est la T2SCT. Est-ce que c'est un cabinet d'expertise qui doit faire l'enquête? Mm. Est-ce que c'est l'employeur? Voilà. Il y a toute une question qui tourne un peu autour de ces questions du moment, des acteurs et des droits relatifs à ces enquêtes, hein, voilà. Ouais. Alors de mémoire, mais il faudrait que je recontrôle, mais en fait, vous avez 2 ans pour faire la déclaration de l'accident du travail si l'employeur ne l'a pas fait. Donc vous avez une temporalité de 2 ans. L'avantage d'être reconnu en accident du travail, eh ben, c'est qu'en fait tous les frais de santé sont pris en charge. C'est pas le régime général qui prend ça en charge. Et puis un accident du travail d'ordre psychologique pourrait donner lieu éventuellement à une maladie pro derrière. Point important, c'est que quand je disais tout à l'heure qu'il y avait un tiers des arrêts maladie qui étaient liés à des problèmes ou des troubles psychiques, alors pas forcément au travail, mais peut-être, sachez que c'est le régime général qui prend en charge en fait beaucoup des conséquences en matière de santé et de prise en charge médicale des personnes qui ont des problèmes psy au travail et non pas la branche risque professionnel. Et sachez que de mémoire, il y a 1,3 milliard d'euros qui basculent de la branche générale vers la branche AT-MP. C'est-à-dire que le régime général redonne de l'argent à la branche AT-MP parce qu'elle considère qu'il y a beaucoup d'événements liés au travail qui ne sont pas logés au bon moment en termes d'assurance. Et c'est important de déclarer, de faire reconnaître les AT-MP. Pourquoi? Parce que déjà, ça vous fait un événement dont vous avez connaissance et sur lequel vous pouvez travailler et éventuellement agir en prévention. Deux, c'est l'entreprise qui sera comptable financièrement de la reconnaissance des AT et des MP. C'est-à-dire que si j'ai des maladies pro, derrière, il peut y avoir des rentes à payer ou des prises en charge assez significatives. Et comme tout ça, c'est un système d'assurance, le niveau de cotisation AT-MP pourrait être augmenté, et donc ça va coûter plus cher à l'employeur. Là, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal de ces événements qui passent sur le régime général. Donc, c'est pas forcément le fautif, entre guillemets, l'employeur qui paye, mais c'est le régime général. Ça, c'est pas juste et c'est pas normal. Et donc, qui dit payeur dit normalement davantage de responsabilisation des employeurs sur ces sujets-là, et donc agir davantage en prévention. Sur les enquêtes, ce sont des enquêtes qui sont faites par le CSE et des enquêtes faites en paritaire avec l'employeur. L'expert n'est pas forcément une obligation, mais c'est une possibilité. Sachez que sur des sujets, en fait, clairement, sur des sujets sensibles, type tentative de suicide, suicide au travail, accident grave ou accident mortel, parfois, c'est plus simple que, que d'externaliser ce genre d'enquête plutôt que de gérer en interne, surtout quand les élus ou la direction ou les préventeurs, par exemple en interne, d'une manière ou d'une autre, connaissent les gens, connaissent l'environnement de travail. C'est important d'être assez éloigné de ce genre d'environnement pour gagner en neutralité, en objectivité, pour avoir une lecture factuelle des événements qui se sont passés. Donc on en fait, hein, mais ce sont des missions qui prennent corps soit dans une mission risque grave, donc une mission légale, voire un accompagnement du CSE, si c'est plus simple à mettre en place. Écoute, Sylvain, il y a toujours pas mal de travail, alors, de questions, pardon. Est-ce que je réalisais une question, une réponse en même temps? Il est 57. Alors, il y a peut-être il y a quelqu'un qui a posé la même question plusieurs fois en disant, et si c'est le directeur de l'entreprise qui est lui-même la cause, hein, on va dire, soit des situations de harcèlement, soit des violences, est-ce qu'on peut aussi faire quelque chose? Alors, bon, la Ah oui? question est assez simple, hein. Ouais. Enfin, Ah bah oui, oui. je vais se répondre, voilà. Ouais, tout à fait simplement. Ouais, complètement. C'est-à-dire que
En fait, la cause des difficultés que rencontrent les gens, que ce soit un manager de proximité, un haut manager, oui, une membre de comité de direction, d'un comité de direction, voire le fondateur ou la fondatrice de l'entreprise, etc., c'est un travailleur comme un autre qui agit dans le cadre de la relation pathogène, on va dire. Et donc, bien évidemment, que vous pouvez vous emparer du sujet et ne pas vous limiter de ce fait-là. Après, c'est sûr que c'est pas simple et c'est compliqué à mettre en œuvre. Il faut l'assumer. Ça, ayez en tête que vous pourrez faire des enquêtes, pourrez mobiliser un expert éventuellement ou agir dessus dès lors que vous avez des éléments tangibles et factuels. Et c'est ça qui est compliqué pour vous, c'est que entre l'expression d'un mal-être, d'une souffrance et l'objectivation de faits, des mails agressifs, des propos agressifs, une présence physique qui pose problème, un isolement, un harcèlement, il faut démontrer que le risque existe. Donc il faut essayer d'avoir des éléments tangibles. Et ce qui peut être mobilisable, ce sont notamment les témoignages. Si vous avez des personnes qui sont en situation de témoigner, ça a du poids. C'est-à-dire, ça a du poids et ça a une force dans la mesure où ça rend le sujet collectif finalement. Voilà. Alors, peut-être une dernière, parce qu'elle est simple. L'employeur peut-il proposer uniquement de mettre les collègues en lien avec des plateformes de soutien de type téléphonique? Classique, hein, on le Ah, voit tout le temps. ah ouais, non, mais c'est une bonne question. Ouais, ouais, c'est très bien de finir là-dessus. Alors, les plateformes téléphoniques, elles ont leur importance dans la mesure où c'est un dispositif de prévention secondaire ou tertiaire. Ça va permettre aux gens qui sont confrontés à des situations de pouvoir parler à des personnes qui sont là pour recevoir la parole. Donc c'est utile, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que c'est pas en mettant en place une hotline 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que je vais traiter les problèmes des difficultés, les causes des difficultés, la source des problèmes. Et là, c'est votre rôle en tant qu'élu de CSE, c'est d'agir en prévention et essayer d'aller sur la prévention primaire, comprendre les éléments qui ont concouru à telle situation. Mettre une hotline, c'est utile, mais c'est pas suffisant. Et vous, votre job, c'est de toujours ramener le questionnement sur les causes premières qui ont amené à la situation. Ouais. C'est l'heure, Sylvain. Bravo hein, pour avoir fait Voilà. l'exercice, Sylvain, parce que toutes les questions qui posaient un peu, il y a énormément de choses, donc voilà, et je te laisse terminer. Eh ben, merci à vous. Et petit rappel, le 18-11, table ronde en présentiel à Pajol, à Paris, mais aussi en distanciel sur comment agir sur les TMS et les RPS. Et webinaire le 2 décembre prochain sur comment préparer vos négociations. Bonne journée à vous. Au revoir.